Bonjour et bienvenue dans ce journal sur CCTV français et on commence avec la Chine. Le président chinois Xi Jinping a fait un discours lors de la cérémonie de lancement de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la BAII à Beijing. La première réunion des gouverneurs et du conseil d'administration aura lieu du 16 au 18 janvier. Une cérémonie d'ouverture a prévu 100 jours de préparation. L'événement était à la hauteur de l'engagement de la Chine à contribuer à la gouvernance économique mondiale. Le président Xi a fait un discours pour l'occasion. L'établissement officiel de la BAII va stimuler l'investissement dans les infrastructures en Asie. Il va aussi mobiliser le secteur privé dans la construction d'infrastructures. La BAII est une institution intergouvernementale et multilatérale. Elle se concentre sur la construction d'infrastructures avec pour but d'améliorer l'interconnectivité en Asie et l'intégration économique. L'approche de nature gagnant-gagnant de cette banque a remporté l'adhésion. Nous espérons que les membres de la BAII vont stimuler la solidarité et la coopération, étendre les investissements, promouvoir la mise en branle aussi rapide que possible de cette institution et la faire grandir et prospérer. La BAI possède un capital autorisé de 100 milliards de dollars, soit environ la moitié de la Banque mondiale. Elle investira dans des secteurs comprenant l'énergie et les transports, en plus de l'éducation et de la santé. La réunion de 3 jours sera l'occasion de l'entrée en fonction du président et des directeurs. Elle inaugurera un avenir de coopération entre ses membres. En même temps, le Premier ministre chinois Li Keqiang a également participé à la cérémonie d'ouverture de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et a fait quelques propositions pour ses futures opérations. Le Premier ministre chinois a déclaré que la banque initiée par la Chine avait pour objectif d'élargir les canaux de financement, d'étendre et d'améliorer les réserves. Il a ajouté que la BAI contribuait au développement régional et à la reprise économique mondiale. Li Keqiang a proposé 3 suggestions pour cette banque. Il a estimé qu'elle devrait faciliter les connexions entre la Chine et les pays de l'initiative Une ceinture, une route, ainsi que les stratégies de développement des autres pays. Que la banque devrait renforcer la coopération internationale au niveau de sa capacité de production et qu'elle devrait promouvoir des modèles de coopération créative, une collaboration diversifiée et un développement global. Le Premier ministre chinois a enfin déclaré que la Chine souhaitait travailler avec l'ensemble des membres de cette banque en vue d'établir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et à travers le monde. L'initiative pour établir la BAI a été fortement soutenue par différents pays, signifiant par là que la communauté internationale partage le désir d'une coopération gagnant-gagnant. Nous espérons que la BAI pourra profiter de l'expérience des institutions de développement multilatéral et trouver sa propre position et caractéristiques. Nous coopérerons avec nos partenaires afin de nous assurer que nous nous complétons les uns les autres, afin de fournir une nouvelle plateforme pour les pays en voie de développement, afin d'élargir la coopération économique et de créer des opportunités pour améliorer la coopération entre le Nord et le Sud. La BAII ne va pas seulement accélérer la construction d'infrastructures en Asie, mais également donner des opportunités aux pays qui ne sont pas du continent. De suite, des précisions en images. La construction d'infrastructures est ce sur quoi les Philippines ont mis l'accent. Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2014-2015 du Forum économique mondial, les Philippines se classent au 95e rang mondial en termes de qualité d'infrastructure. La Banque centrale des Philippines croit que la BA2I pourra l'aider à financer la construction d'infrastructures dont elle a un besoin urgent. Il y a un besoin conséquent d'infrastructures dans notre pays et la BAII peut être considérée comme un fournisseur possible dans ce domaine. En plus des autres fournisseurs, tels que les autres institutions multilatérales, la BAII peut également fournir une expertise en matière de développement d'infrastructures et c'est quelque chose qui nous sera très utile. L'Inde est le 2e plus grand pays en développement d'Asie. Elle a une population élevée et bénéficie d'un potentiel de développement économique énorme. Mais les analystes indiens indiquent que leur pays manque d'infrastructures
et que des investissements colossaux sont nécessaires pour équiper le pays en routes, ponts, hôpitaux et écoles. Je m'attends à ce que la BAII finance les projets de construction d'infrastructures en Inde, car nous sommes en retard en matière de développement d'infrastructures. La Chine est arrivée à une étape de son développement où elle peut aider les autres. En Russie, les experts expliquent que la BA2I peut soutenir la reprise économique. La BA2I et l'initiative Une ceinture, une route peuvent stimuler le commerce et les échanges économiques entre l'Eurasie et la Chine. Et la Russie, qui est un grand pays de l'Eurasie, en profitera. La Russie espère attirer des investissements dans la région, en particulier car nous avons réalisé que les infrastructures, et en premier lieu les systèmes de transport public, sont des facteurs clés du développement économique. Les pays de l'Asie et de l'Océanie ont quant à eux besoin de capital et d'expertise. Et plusieurs pays, ne faisant pas partie de ces continents, peuvent fournir financement et conseils. C'est le cas du Royaume-Uni par exemple, qui voit en la BA2I un moyen d'exporter son expertise et de gagner de nouveaux clients. Tout d'abord, la reconnaissance des besoins de ce que la banque va combler en termes de financement d'infrastructures en Asie, puis la reconnaissance du fait que la Grande-Bretagne a beaucoup à offrir. La Grande-Bretagne possède une grande expertise en matière de construction d'infrastructures, financement d'infrastructures, financement vert, gestion de projets et construction. Nous avons utilisé ces compétences dans le monde entier. Il existe donc un énorme marché pour l'expertise britannique. C'est donc une combinaison de la demande que va combler la banque et de la capacité à apporter de la valeur que les autres participants vont faire via l'expertise que nous avons en Grande-Bretagne. Et d'ajouter, s'attendre à de grands changements dans les infrastructures asiatiques grâce à la BA2I. La leader de l'opposition de l'île de Taïwan, Tsai Ing-wen, du Parti démocratique progressiste, a revendiqué la victoire dans l'élection du dirigeant de l'île. Eric Chu, le candidat du parti au pouvoir, le Kuomintang, a reconnu sa défaite. S'adressant à ses partisans à Taipei, Eric Chu a déclaré que son parti avait échoué à répondre à leurs attentes. Je suis désolé, moi Eric Chu, je vous ai laissé tomber. Nous avons perdu. Le parti du Kuomintang a perdu l'élection. Nous n'avons pas été à la hauteur et nous avons échoué à répondre à l'attente de nos partisans. Eric Chu a également annoncé sa démission en tant que président du Kuomintang, déclarant qu'il assumait la responsabilité de la défaite de son parti. La leader de l'opposition, Tsai Ing-wen, a déclaré après avoir revendiqué la victoire qu'elle s'efforcerait de maintenir la stabilité dans les relations avec la partie continentale de Chine. Toujours en Chine, et cette fois-ci à Shanghai, l'ouverture de l'extension des lignes de métro 12 et 13 a eu lieu il y a quelques semaines. Ces lignes relient à présent les banlieues de Minhang et de Jiading au centre-ville. Par conséquent, les prix immobiliers des banlieues ont flambé. Wan Ning se presse pour acheter un 3 pièces en vue de son mariage. Elle cherche un appartement dans le quartier de Jiading. Elle a cependant réalisé que depuis l'ouverture des nouvelles lignes de métro, le mois dernier, les prix immobiliers du quartier ont grimpé de 20%. Ces appartements restent cependant 50% moins chers que les appartements dans le centre de Shanghai. Mais la rapide hausse des prix et la nouvelle ligne reliant Jiading directement au centre-ville l'ont fait décider. Pour des employés de bureau comme moi, acheter un appartement ici est relativement moins cher et le transport est plus pratique depuis l'ouverture de la ligne 13. Avant, cette zone semblait loin et peu développée. Ces derniers mois, selon le site immobilier anjuke.com, le prix résidentiel de la banlieue de Minhan a vu ses prix augmenter de 400 000 yuan le mètre carré à 430 000 yuan. Selon les analystes, la hausse a été entraînée par une hausse de la demande de la part de personnes comme Wang. Les retours du marché montrent la manière dont les prix immobiliers ont été stimulés dans les zones près de la nouvelle ligne de métro. Il y avait une augmentation au début du mois de décembre et après l'ouverture de la ligne, cette augmentation est devenue plus évidente la seconde moitié de décembre et plus particulièrement pour la première moitié de janvier. Les intérêts d'achat de logements ont également augmenté l'an dernier lorsque la Banque populaire de Chine a baissé son taux d'intérêt de référence des prêts de 5 fois, baissant le taux d'intérêt des prêts de 5 ans de 6,15% à 4,9%.
Selon les observateurs du marché, s'il y a davantage de baisses en 2016, il y aura également davantage d'acheteurs. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que la Banque populaire de Chine continue à baisser les taux d'intérêt. Nous pensons que la réduction des taux d'intérêt aura un impact très important sur le marché résidentiel. Nous pensons que si les taux d'intérêt continuent de baisser, cela permettra à davantage de personnes d'acheter. Shanghai a encore 10 nouveaux projets concernant les lignes de métro. Cela sera achevé d'ici 2020. L'ensemble du réseau souterrain atteindra 800 km. Les experts de Santa Line Property prédisent une hausse additionnelle de 8% cette année pour les prix immobiliers des banlieues de Minhan et de Jiating. Le géant chinois de l'électroménager Haier s'est porté acquéreur du conglomérat américain General Electric pour 5 milliards 400 millions de dollars américains. La valeur de cette transaction correspond à 10 fois le montant des revenus de l'américain sur les 12 derniers mois, avant intérêts, impôts et autres déductions. Haier cherche à étendre ses parts de marché aux États-Unis aujourd'hui limitées. Le fabricant chinois recourt à la popularité considérable dont jouit General Electric dans le pays d'Amérique du Nord avec 9 usines et des réseaux de logistique et de distribution. Haier s'est engagé à poursuivre les investissements aux États-Unis. L'accord a été approuvé par le conseil d'administration des deux entreprises. Il doit cependant être validé par les régulateurs gouvernementaux et par les actionnaires de Haier. Merci de nous retrouver sur le plateau de CCTV français. On reprend ce journal avec l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique, ou AIEA, a confirmé samedi hier dans un communiqué que l'Iran avait accompli les préparatifs pour la mise en œuvre de l'accord international sur son dossier nucléaire. Au terme de l'accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015, l'Iran a accepté de réduire son programme nucléaire en échange de la levée de certaines sanctions imposées au pays par l'Union européenne, les États-Unis et l'ONU. Les membres du Conseil de l'AIEA ont décidé en décembre dernier de classer le dossier du dit programme d'armement nucléaire de l'Iran, vu que Téhéran avait coopéré avec l'agence pour résoudre le problème. Et en effet, une nouvelle ère souffre pour le peuple iranien après que l'Union européenne a annoncé la levée des sanctions appliquées au pays en raison de sa position sur le nucléaire. Et tout de suite, plus de détails. L'Union européenne a annoncé la levée de toutes les sanctions nationales et multilatérales liées au nucléaire concernant l'Iran. La chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Federica Mogherini, a déclaré que cela intervenait suite à la conformité de l'Iran avec l'accord conclu en juillet dernier avec les grandes puissances, appelé aussi JCPOA. As Iran has fulfilled its commitments today, étant donné que l'Iran respectait ses engagements, aujourd'hui, les sanctions financières et économiques nationales et multilatérales liées au programme nucléaire iranien sont levées en accord avec les JCPOA. Samedi, le président américain Barack Obama a signé un ordre de levée des sanctions contre l'Iran en lien avec son programme nucléaire. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que le mouvement permettrait d'étendre les opportunités pour le peuple iranien. Pour parvenir à ce point, mesdames et messieurs, l'Iran a accompli des pas significatifs que beaucoup, vraiment beaucoup de personnes doutaient qu'il puisse y parvenir. Et cela doit être reconnu même si la pleine mesure de cette réalisation ne se constatera qu'au cours des prochaines années. En retour des mesures prises par l'Iran, les États-Unis et l'UE vont immédiatement lever les sanctions liées au nucléaire et étendre ainsi l'horizon d'opportunités pour le peuple iranien. Toujours en Iran et parlons maintenant des relations américano-iraniennes. L'Iran a déclaré avoir libéré 4 prisonniers pourvus de la double nationalité américano-iranienne dans le cadre d'un échange de prisonniers avec les États-Unis. Cette libération a été ordonnée par la plus haute commission de sécurité iranienne. L'agence de presse du pays Fars News Agency a révélé l'identité de 3 des prisonniers. Il s'agit de Jason Hezean, correspondant pour le Washington Post, d'Amir Hekmat, un ancien marine, et de Saïd Abedini, un basteur. L'agence de presse n'a pas donné le nom du 4e prisonnier libéré. L'agence de presse officielle iranienne, l'IRNA, a rapporté que les États-Unis libéreront de leur côté 7 prisonniers iraniens en échange.
La prise d'otages est terminée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu ce matin à l'hôtel où a eu l'attaque et annoncé que le bilan était d'au moins 23 victimes, dont les 4 assaillants. 126 otages ont été libérés et les forces de sécurité vérifient les autres hôtels de la zone AQMI, où Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque en affirmant qu'il s'agissait d'une vengeance contre la France et l'Occident. 2 jours après les attaques meurtrières dans le centre-ville de Jakarta, les autorités ont identifié un des 5 militants de ce dernier avant déjà fait de la prison. Selon la police, le militant nommé Afif et qui utilisait le nom de Sunakim a été entraîné dans un camp paramilitaire islamique. La police a déclaré que Afif avait été recruté pour l'EI par le militant indonésien Parrain Nem qui serait en Syrie en ce moment. Nem a été identifié par la police comme étant le cerveau de l'attaque. L'agence indonésienne de renseignement a déclaré qu'elle avait reçu des informations sur les attaques. Nous avons intensifié notre surveillance avant Noël et la nouvelle année et nous savions qu'il y aurait quelque chose. Grâce à la sécurité policière très renforcée et à l'armée, leurs actions ont été repoussées. La dernière information que nous avons reçue, c'est qu'ils feraient quelque chose le 9 janvier, mais en fait, ils ne l'ont pas fait. Cela signifiait donc qu'ils pouvaient changer leur projet facilement. L'agence a également déclaré qu'il y avait plus de 100 anciens combattants de Syrie et plus de 400 personnes avec d'anciennes convictions pour des infractions terroristes dans le pays. 3 suspects arrêtés seraient des partisans de l'EI. La police a également fait des recherches dans les maisons des 2 militants des attaques de jeudi. Elle y a découvert des objets servant à l'enquête. Les attaques de jeudi ont fait 7 morts, dont 5 militants. Des vidéos postées vendredi sur les réseaux sociaux montrent ce qui serait le 2e convoi d'aide humanitaire arrivé à Madaya, une ville syrienne en état de siège. Reportage. Des camions transportant de l'aide étaient également en route vers 2 autres villes assiégées de la province d'Idlib, Foua et Kefraya. Les 40 000 habitants de Madaya vivent en état de siège depuis plusieurs mois. Avec peu de nourriture, pas d'électricité ni de médicaments, 32 personnes auraient perdu la vie le mois dernier selon une agence de presse locale. Une clinique mobile et une équipe médicale du Croissant-Rouge syrien étaient en route vers la ville après l'autorisation par le gouvernement de la requête d'urgence. Les Nations Unies ont indiqué que 450 000 personnes étaient piégées dans et autour de 15 sites de la Syrie, dont des zones contrôlées par le gouvernement, le groupe État islamique et d'autres organisations insurgées. Nous pouvons confirmer que des cas de malnutrition sévère ont été identifiés parmi les enfants dans la ville syrienne assiégée de Madaya. Notre représentant et toute l'équipe ont été attristés et choqués d'avoir à assister à la mort d'un jeune garçon, Ali, en état de grave malnutrition, âgé de 16 ans, qui est décédé juste devant eux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.